décalé. Décalé, décalé, décalé. Un brin décalé. Bonjour à tous. Ça y est, aujourd'hui c'est la deuxième partie du deuxième épisode. Aujourd'hui on va reprendre ce gros thème qu'est la communication et les interactions sociales. Et comme convenu dans cette deuxième partie, on va parler notamment de notre fonctionnement interne, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos pensées, souvent nos pensées bloquantes. Et ensuite, on parlera des particularités de la parole, du langage verbal. Avant toute chose, je rappelle que le spectre est large et donc tout ce que je vais expliquer ne va pas parler à tout le monde. On y va ? Parlons de ce qui se passe dans notre cerveau durant les échanges. Ça peut être compliqué pour nous de structurer notre parole et de hiérarchiser nos pensées ou de trouver les bons mots. Et ça, même si les pensées, elles peuvent être très claires dans nos têtes. Souvent, c'est pas un problème de pensée, c'est un problème d'expression. Je me souviens que pendant longtemps, je cherchais à exprimer les mots que j'avais dans la tête, et les mots précis que je voulais dire. Et ce qui fait que souvent, il y avait des blancs parce que je cherchais ces mots et que je les trouvais pas, bien que tout était très clair dans ma tête. Et ensuite, j'ai compris que je pouvais changer de mot, que c'était pas grave si c'était pas exactement le mot que je souhaitais, et que ça voulait dire presque pareil. C'était le côté rigide qui ressortait. Mais c'est vrai que ça peut m'arriver encore, surtout avec la fatigue. Je peux galérer parfois à trouver comment exprimer ce que je souhaite dire. Et par rapport à cette recherche de mots, voilà une petite anecdote. Quand j'étais en stage de musicaux, le midi, je mangeais avec les collègues, avec tout le personnel. Et c'était synonyme de grand stress pour moi, parce que j'étais mal à l'aise, que j'essayais de le cacher, que je savais pas quoi dire, que toute l'équipe se connaissait depuis longtemps et toi t'arrives, t'es juste une stagiaire qui doit logiquement faire ses preuves. Et donc, j'étais très mal à l'aise. Et je me souviens un jour, la honte absolue. Un jour, je souhaitais une serviette et je savais pas où elles étaient parce que c'était dans les premiers jours et j'osais pas demander, bien sûr. Donc je me suis levée et je cherchais et je trouvais pas. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que tu cherches, Lou ? Et là, gros bug, je trouvais plus mes mots. Je savais plus le mot serviette. C'est un mot tout con, hein. Mais en situation de stress, d'émotion, les mots, ils viennent plus. Et donc, je suis restée là bloquée. J'arrivais plus à parler. Tout le monde me regardait, évidemment. Et donc, il y a eu quelques secondes de silence. Jusqu'à ce que je trouve une autre façon de dire. Donc, je crois que j'ai dit un truc pour m'essuyer. Parce qu'il fallait bien trouver quelque chose à dire et que j'avais plus ce mot serviette. À ce moment, c'était vraiment... je l'ai assez mal vécu, je peux vous le dire. Ça rejoint un petit peu le point que je vais évoquer maintenant, qui est ce besoin de temps qu'on a pour répondre. Alors, on l'a de façon générale, on a besoin de temps pour tout, mais en particulier pour répondre lorsqu'on est justement dans une situation d'émotion forte, telle qu'elle soit, et surtout quand on est dans une situation de stress ou de conflit. Personnellement, le nombre de fois où j'ai été en conflit avec quelqu'un, le nombre de fois où dans ma tête, je savais très bien ce qu'il en était, mais spontanément, je ne pouvais pas exprimer ce que je ressentais, me défendre ou apporter mes arguments, alors que c'était clair dans ma tête et j'avais pas de doute sur ce que je pensais. Je me remettais pas en question dans mes pensées, mais ça sortait pas. Parce que l'émotion est trop forte et qu'il faut un temps pour réfléchir à comment exprimer les choses verbalement. Et ça, pour moi, c'est encore le cas souvent. Ce qui fait que je crains toujours que les personnes, elles se disent Lou, elle sait pas comment se défendre, elle voit qu'elle a tort,
elle dit l'inverse de ce que je dis, mais elle n'a pas d'argument, et d'autres pensées semblables. Et ça, ce mutisme, c'est vraiment compliqué. Donc en général, j'envoie un message où je vais voir la personne quelques minutes, quelques heures après. Et donc jusqu'à que j'en parle à la personne, ça va être en boucle dans ma tête. C'est la formulation qui pose problème et le fait que on n'a pas accès à cette formulation durant ces temps de forte émotion, quoi. Ensuite, les changements de sujet qui sont sans transition. Quelqu'un qui nous parle d'un sujet et qui passe à un autre sujet comme ça. Surtout si c'est un sujet qui nous tient à cœur. On se dit attends, il y a encore des choses à dire sur ce sujet. Ou alors on pense que la personne en face, elle nous a pas écouté parce qu'elle a pas de réaction par rapport à ce qu'on a dit et elle change comme ça sans avoir de réponse. Et c'est typiquement un thème conflictuel avec ma mère qui passe du coq à l'âne. Donc je lui dis souvent « Attends, on finit avec ça et après on parle de ça. » Où je lui dis « Mais tu m'écoutes pas, t'as pas réagi, tu peux pas passer comme ça d'un sujet à l'autre. » Par exemple, si je lui parle, je sais pas, d'une personne qui a été irrespectueuse, par exemple, parce que j'ai horreur de ça, elle va pas forcément avoir de réaction et elle va dire ah, demain, tu m'accompagnes, il faut qu'on aille à tel endroit. Voilà. Ça a du mal à passer en général. Et avec mes amis aussi, parfois, maintenant j'arrive plus à le dire. Mais avant, quand elle passait comme ça d'un sujet à un autre, quand c'est en plus des sujets qui étaient importants pour moi et sur lesquels je m'exprimais peu, parce que j'ai toujours cette peur de déranger, et quand je fais des efforts pour exprimer des choses importantes pour moi, ce que je ne faisais pas souvent, et qu'elle partait sur autre chose, ça me frustrait beaucoup et limite je devenais froide, je faisais un peu la tête, mais je n'osais pas leur dire ce qui s'était passé. Donc souvent, elle remarquait ce changement parce qu'en général ça se voit sur ma tête et ça se voit que je suis froide. Ça j'ai du mal à le cacher pour le coup. Quand j'ai une émotion soudaine, j'ai un visage assez expressif. Mais parfois, elles comprennent pas ce changement d'un coup. Et moi, comme je n'osais rien dire, en fait, dans ma tête, c'était logique de pourquoi ça n'allait pas. Mais j'ai appris que ma logique n'est pas forcément la logique des autres. C'est pour ça que maintenant, j'essaye de plus en plus, même si c'est pas toujours facile, de dire les choses. Ou de prendre sur moi pour dire « Allez, c'est bon, c'est pas grave, on a changé de sujet, on y reviendra plus tard. » Mais je ressens pareil si c'est l'autre qui emmène un sujet, c'est exactement pareil pour moi. Là, j'ai le sentiment de m'être un petit peu égarée. Un autre point, mais tout est lié. Lors d'une communication, j'aime bien poser des questions et comprendre les choses. Je m'intéresse à ce qu'on me raconte. Et pendant que la personne, elle est en train de parler, j'ai des questions qui viennent en tête, ou alors des choses sur lesquelles j'ai tout simplement envie de rebondir. Et pendant que la personne elle est en train de parler, j'ai peur d'oublier ce que j'ai envie de dire. Donc ça arrive que je coupe la parole, pas par manque de respect, mais parce que je crains que ma pensée s'efface. Ou alors j'ai des pensées bloquantes. Qu'est-ce que c'est les pensées bloquantes ? C'est ce que l'autre personne ne voit absolument pas, mais qui est assez handicapante. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la compréhension, elle n'est pas tout de suite très rapide. C'est plus lentement mais sûrement. Et donc, quand on m'explique quelque chose, dans ma tête, je peux être là, en train de me dire je comprends pas, au lieu de me concentrer sur ce que la personne me dit. Ou alors, inversement, l'autre comprend pas ce que j'essaie de lui dire, l'autre comprend pas ce que j'essaie de lui dire, l'autre comprend pas ce que j'essaie de lui dire. Donc ça bloque, ce qui fait que l'attention, même si j'ai l'impression d'écouter à fond, l'attention elle peut pas être là à 100% et c'est un cercle vicieux. Donc ça aide pas pour la compréhension.
où je me dis « Oh là là, ça va trop vite, il y a trop d'infos ». Et je peux pas m'empêcher d'avoir ces pensées-là. C'est ça le souci. Et c'est quoi les conséquences de ça ? Déjà, comme je vous ai dit, couper la parole. Mais aussi, je peux avoir des questions répétitives qui peuvent être du coup mal perçues, ça se comprend. Où l'autre va penser qu'on n'a pas écouté, ou qu'on comprend rien, qu'on est complètement bête. Un exemple, surtout quand c'est professionnel, ça peut être vraiment handicapant. J'ai fait une journée de stage pour la voix off dans un grand studio de radio et ce qu'on peut appeler mon tuteur, celui qui me suivait pour la journée, qui était d'ailleurs extrêmement gentil et patient, il a dû, le pauvre, me répéter plusieurs fois la même chose. Ça donne une mauvaise image. Attends, le gars, ça fait 3 fois qu'il vient de t'expliquer et toi, tu lui poses la question comme si de rien n'était. Parce qu'il y a ces pensées bloquantes, parce qu'il y a le stress, parce que ça va trop vite, toutes les infos. Donc, ouais. L'analyse. On analyse beaucoup, beaucoup, trop. Pendant les échanges et après les échanges. Pourquoi telle personne a réagi comme ça ? Pourquoi à ce moment-là, si elle a regardé ailleurs, ça veut dire qu'elle m'écoutait pas ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Là, à ce moment-là, est-ce que j'ai pas été trop saoulante ? S'il a dit ça, ça voulait dire ça ? Est-ce que là, peut-être que ça, j'aurais pas dû dire ça ? Et enfin, je l'ai évoqué furtivement dans la première partie, le sens du détail. Et celui-ci peut être aussi parfois mal interprété socialement. On peut avoir besoin de plein de détails qui sont vraiment pas importants pour les neurotypiques en général. C'est des choses futiles. Soit c'est donc un besoin qu'on a, un intérêt qu'on a pour avoir des détails parce que ça nous intéresse. Ou alors, au contraire, parfois, trop de détails, ça va être l'effet inverse. On va se sentir surchargé. Le nombre d'infos d'un coup, c'est trop. Donc ça dépend du contexte, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, le sens du détail, il a de toute façon de l'importance pour nous. Moi d'ailleurs, ça me parle beaucoup, dans les deux sens. J'ai toujours besoin de poser plein de questions pour avoir plein de détails. Et à l'inverse, quand on me donne des explications avec plein d'infos, je suis pas. Il y a des personnes aussi qui ont la justesse des détails. Par exemple, alors je sais que cet exemple est souvent donné, mais il y en a plein d'autres. À l'école, si un prof fait des fautes d'orthographe ou dit un mot qui est faux, la personne autiste, elle peut reprendre le prof et ça peut être mal perçu alors qu'il n'y a pas de volonté de nuire au professeur. C'est juste que ce besoin de correction parce que c'est faux. Moi, j'ai jamais eu ça, mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça va parler. Et aussi, on a du mal à doser cette quantité d'infos qu'on donne. Donc soit trop de détails, soit à l'inverse pas assez. Par exemple, ça peut être pas naturel pour moi. Quand on me demande alors comment tu vas ? Je vais dire ça va. Bon, maintenant je le sais, j'essaye d'être un peu plus développante. Mais avant, j'avais tendance à juste répondre à la question qu'on me posait, oui, non, 2-3 mots, et j'approfondissais pas. Quand c'est des questions larges comme ça, ouvertes, ça peut nous perdre parce que c'est pas, c'est pas précis. On sait pas exactement ce que la personne souhaite entendre. Donc comment structurer ce qu'on veut dire, si on va en dire trop, si on va répondre à ce que la personne attend. Alors j'ai donné cet exemple de comment ça va, mais après on peut partir dans tous les sens avec plein de détails, faire du hors-sujet. En plus moi j'ai cette peur tout le temps de déranger, donc c'est pour ça en général que je me restreins beaucoup dans mes réponses. Dernière chose sur le sens du détail, à l'école,
ça m'a énormément posé problème. Dans mes révisions, quand j'apprenais les cours, j'apprenais tout, parce que je ne savais pas ce qui était détail ou non. Je sais pas, encore aujourd'hui, j'ai du mal à faire la distinction entre ce qui est détail et pas détail. Tout est important à la même hauteur. J'avais des profs super qui voyaient que je galérais parce que mes notes souvent étaient pas ouf, alors qu'ils voyaient bien que je révisais, que j'étais sérieuse, que je bossais beaucoup à la maison. Donc je me souviens, j'avais un prof qui était adorable, qui me disait fais des fiches, marque juste les titres, des choses comme ça, mais moi ça me parlait pas, parce que les fiches, j'ai essayé, mais je remettais tout dessus. Et juste noter les titres et 2-3 informations, c'était pas possible pour moi. Après, il y a d'autres choses qui faisaient que mes notes étaient correctes, on va dire, mais j'en parlerai plus dans un autre épisode sur la scolarité. Maintenant, on va parler des possibles particularités de la parole. Alors, chez certaines personnes autistes, la voix peut parfois sembler un peu monotone. Il n'y a pas d'intonation vraiment marquée. Et cette façon de parler, elle peut donner l'impression d'un manque d'émotion. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion à l'intérieur. Souvent bien au contraire. C'est juste que l'expression de leurs émotions, elle passe pas obligatoirement par la voix. Moi, ça me concerne pas. Vous imaginez bien en plus que ça serait embêtant avec mon métier de voix off. Mais j'imagine, vous me direz ceux à qui ça parle, j'imagine que peut-être la concentration est ailleurs. Elle n'est pas sur l'intonation de la voix, mais elle est sur les mots eux-mêmes, sur le contenu des phrases. Ou peut-être que ça vient aussi du stress que l'échange peut générer. Parfois également, il y a des personnes qui utilisent un vocabulaire assez précis, recherché, un vocabulaire dit un peu vieillot ou alors intellectuel par rapport au vocabulaire utilisé dans la société en général. Donc ça peut sonner bizarre et d'ailleurs être mal vu parce que les gens neurotypiques peuvent penser que ces personnes essayent de montrer leur supériorité, qu'elles sont plus intelligentes. Mais encore une fois, c'est souvent trompeur. Je me dis que ça peut être une question d'intérêt spécifique. Des gens notamment qui vont parler, qui vont utiliser ce vocabulaire surtout quand ils parlent de leurs intérêts, de leurs passions. Ou des fois, ça peut être plus général. C'est des suppositions parce que ça ne me concerne pas forcément. Là encore, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être lié à une habitude de lecture, à une curiosité de la culture en général. Parce que je pense que quand même souvent, les personnes qui ont ce vocabulaire un peu dit intellectuel ont une habitude de lecture justement. Donc en fait, ils utilisent le vocabulaire avec lequel ils sont confortables, qu'ils maîtrisent, ou avec lequel ils ont l'habitude de converser avec les autres. Mais je pense pas qu'il y ait ce côté regarde comment je parle, regarde les mots que j'utilise, je suis très intelligent. Donc il faut essayer de ne pas juger par rapport à ça, à la forme. Aussi, des personnes Asperger vont avoir tendance à beaucoup parler, à prendre pas mal de place, ou à l'inverse, peu parler, être plus dans un rôle d'observateur, d'écoute. Et dans ce cas-là, ça peut des fois être justement, comme j'ai pu déjà l'évoquer, synonyme d'une difficulté à expliquer ce qu'on ressent, à trouver les mots, à être dans la spontanéité, dans le recul de l'émotion, ou parce que on a du mal à structurer toutes nos pensées. Et donc, je conseille
aux personnes neurotypiques, à l'entourage, qu'ils soient proches ou non, de laisser vraiment du temps à ces personnes pour répondre, ne pas hésiter à leur dire « prends ton temps, voilà, on est tranquille », pour enlever le stress et faciliter l'expression si forcément on a moins de stress derrière et qu'on sait qu'on a le temps, qu'on ne va pas être jugé. Et si en face, on pense avoir compris ce que la personne Asperger veut dire, mais qu'elle a du mal à trouver ses mots, on peut lui proposer la fin de sa phrase. Et si la personne a tendance à beaucoup parler, surtout essayez de ne pas lui faire de réflexions méchantes, lui dire gentiment. Dire par exemple « Je sais que tu le fais pas exprès, mais ça fait un moment quand même qu'on parle de ça, est-ce qu'on peut un peu changer de sujet ? J'aimerais bien moi aussi te raconter des choses. J'aimerais bien qu'on parle de certains trucs aussi. » Ou soit essayer d'emmener un sujet, de parler de ses propres nouvelles, sans en parler explicitement à la personne, et voir après comment elle réagit face à cela, et du coup adapter son discours par la suite. Souvent, elle sait qu'elle peut prendre beaucoup de place, mais sur le moment, elle s'en rend pas forcément toujours compte, parce que c'est sa façon d'être, et elle sait pas forcément comment faire autrement. Donc en clair, essayez vraiment qu'il n'y ait pas de non-dit. Toujours dire les choses si ça gêne, mais de façon délicate, bienveillante. Après, ce qui peut être pertinent aussi, c'est de passer par l'écrit, noter ce qu'on a envie de dire. Dans certaines situations, ça peut être pas mal et enlever le stress, ou en tout cas le réduire face à la spontanéité. Par exemple, dans des rendez-vous importants ou des rendez-vous où on a besoin d'expliquer nos particularités, prévoir à l'avance par écrit, ou autre d'ailleurs, ça c'est pas forcément pour parler de nos particularités, ça peut être simplement des choses qu'on a envie de dire, mais on sait que ça peut être difficile en live. Et au moins l'écrit, bon alors ça peut poser question parfois, on peut avoir peur, moi la première de ce que l'autre va penser, va penser que je suis bête parce que j'ai noté ce que je voulais dire. Oui d'accord, mais bon, ça peut aider parce que comme ça les choses sont organisées, on n'a pas peur d'oublier des choses dans ce qu'on va dire, c'est structuré. Et moi je le fais notamment par exemple, j'essaye du moins de le faire, c'est quand j'ai plein de choses à dire que j'ai peur d'oublier. Et dans ces cas-là, ça m'arrive de noter, comme ça m'enlève le stress d'oublier, et comme ça je suis pas en train de penser à ça pendant qu'on me parle, ou avant d'avoir un rendez-vous, ou avant un échange. Et puis je pense notamment aux enfants qui sont par exemple à l'école, ou qui ont d'autres rendez-vous médicaux. Je pense que pour les parents, ça peut être pas mal d'avoir une fiche un peu explicative avec les particularités de leur enfant, leurs besoins, les adaptations qu'il faudrait avoir. Parce que au-delà de tout ça, ça leur permet de ne pas se répéter à chaque fois et que les professionnels ont leur feuille où c'est tout expliqué et c'est clair, il n'y a rien d'oublié. Je pense aussi, alors on en reparlera plus précisément dans un autre épisode, mais je pense aussi aux personnes aspi qui font parfois des crises, meltdown ou shutdown, et qui pendant ces crises ont vraiment beaucoup de difficultés à parler parce que elles sont en pleine crise. Ça peut être pas mal aussi, mais bon, je pense que je suis pas la première à conseiller ça. Mais justement, ça peut être pas mal aussi d'avoir un petit écriteau à sortir de son sac pendant ces moments-là pour dire aux personnes qui nous entourent, par exemple, là je peux pas trop parler, il faut me laisser seule, ou au contraire, j'ai besoin qu'on m'entoure. Pour résumer, voilà, je pense que l'écrit ça peut aider dans pas mal de situations, et notamment pour réduire le stress. Et au-delà de tout ça, au-delà de l'écrit qui peut être pas mal pour s'exprimer dans l'échange avec l'autre, ça peut être bien tout simplement comme mode d'expression.
pour soi-même en fait, pour évacuer ce dont on a besoin, évacuer nos ressentis, nos émotions. Ça peut être une piste pour ceux qui n'ont pas déjà un moyen expressif, ou en plus d'autres moyens qu'ils ont déjà. L'écriture, moi, ça fait partie de mes moyens d'évacuation, exprimés par des mots écrits pour moi-même. Nous allons terminer ce chapitre, ce grand chapitre, par une info primordiale sur les troubles du langage. Sachez que contrairement à ce que la majorité pense, les troubles sévères du langage verbal concernent 25 à 30% des personnes autistes. Et très important, je vais briser un grand préjugé, l'incapacité à s'exprimer oralement, et plus précisément verbalement, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent aussi s'exprimer oralement par des sons, bien que ça ne soit pas des mots. Mais là donc, on parle de l'expression verbale. Donc, l'incapacité verbale est différente de la déficience intellectuelle. Il faut le savoir, c'est pas parce qu'il y a un public qui ne peut pas s'exprimer verbalement qu'il a nécessairement un handicap intellectuel. Ça peut, mais pas nécessairement. Et ça y est, on arrive à la conclusion. Communiquer autrement, c'est toujours communiquer. C'est pas un manque d'envie, c'est juste parfois un besoin d'adaptation pour que la communication soit plus facile. Je termine par une phrase que j'ai entendue l'autre jour qui a tout son sens. Le chaos, c'est la vie en mouvement. Et oui, malgré les apparences, ça fume beaucoup là-haut. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous dans un mois où vous pourrez écouter le témoignage d'un homme cette fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker ou mettre 5 petites étoiles selon la plateforme d'écoute, à partager. On se donne rendez-vous sur ma page Facebook ou Instagram. Et si vous êtes abonné, vous recevrez à chaque fois une notification dès qu'il y a une nouvelle publication ou un nouvel épisode qui est en ligne. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, est-ce que c'est pas bien d'être un brin décalé ?